Donc en fait, ce sont quand même des leviers qui sont maîtrisables. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment de la marge de manœuvre. Ensuite, je reprendrai peut-être la parole après parce qu'on a, avec le comité de liaison biosourcée, 8 propositions à faire pour l'État et les collectivités locales sur cette question-là. Et on pense que ça serait déjà des freins qui seraient levés si on arrivait à les mettre en œuvre. Voilà. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous disiez sur la provenance du bois. Il y a une question donc d'un des participants qui demande pour les chantiers en bois francilien, quelle est la provenance du bois aujourd'hui? J'invite également les intervenants à regarder les questions qui peuvent être posées dans l'onglet Q&R parce que peut-être qu'ils peuvent parfois répondre directement ou bien n'hésitez pas à répondre lors de vos interventions. Non, je l'ai un peu dit, hein, je veux dire, le bois francilien ou le bois, voilà, enfin, ça devient, là, cette structuration, elle va se faire progressivement. C'est vrai que ce n'est pas le problème de la ressource en France. C'est là où c'est une honte. C'est la manière dont on ne prend pas le problème à bras le corps. Christian Leclerc, vous vouliez parler? Oui, je participe également à des groupes de travail au niveau des communes forestières et j'accompagne un certain nombre de sujets. Et donc, j'étais un peu néophyte sur le sujet il y a quelques temps. Mais on apprend donc qu'en Île-de-France, effectivement, on a principalement du feuillu, alors que la plupart des ossatures bois, c'est du bois, du résineux qu'on n'a pas en Île-de-France ou très peu. Donc déjà, il y a déjà un premier verrou, c'est l'utilisation et la mise en œuvre du feuillu. La filière n'existe pas aujourd'hui, alors qu'il y a des caractéristiques mécaniques très intéressantes aussi. Donc il y a tout un travail à faire au niveau des centres de formation, de l'accompagnement, des techniques de mise en œuvre du bois de type feuillu par rapport au retour d'expérience qu'on peut avoir sur les résineux, sur le pin, l'épicéa, etc. Donc c'est un premier handicap pour l'Île-de-France. Et je pense que ça passe déjà par la mise en place de centres de formation de haut niveau avec des laboratoires qui puissent mettre en place des outils de réalisation avec du bois local. C'est un des premiers freins, mais qui est quand même fondamental pour l'Île-de-France pour pouvoir utiliser cette ressource locale. Très bien, ça suppose une impulsion gouvernementale. Du gouvernement, de la région également. Enfin, il faut que toutes les institutions, les collectivités, je pense, on puisse aller et œuvrer dans le même sens. Et quand j'entendais tout à l'heure la réaction de dire au niveau des élus comment ça se passe, le ressenti d'une construction bois, c'est vrai que les élus en général sont très frileux. Effectivement, parce qu'on voit que le bois vieillit, change de couleur, etc. Mais c'est à nous de montrer l'exemple. Je pense que moi, par exemple, j'ai un projet d'extension d'école et de vestiaire de terrain de football. J'essaye, là, j'ai 2 cahiers des charges qui vont partir pour une mise en concurrence pour de la réalisation en bois. Sauf qu'aujourd'hui, la filière bois, elle n'est pas tout à fait prête en Île-de-France. J'aurais aimé avoir vraiment des circuits hyper courts sur le bois. On verra bien s'il y a des personnes qui candidatent et si ça peut prendre vraiment… la mayonnaise peut être prise très rapidement pour… C'est des petits projets de 100 mètres carrés et un vestiaire de 500 mètres carrés. On verra si localement on a des réponses. Mais on est au démarrage quand même de la filière, en tout cas locale. Et Élise, merci beaucoup. Élise Simon Lemarchand, comment vous voyez ça, vous? Comment, vu des agriculteurs que vous représentez, comment on voit ces freins? Quels sont-ils et comment les lever? Alors la filière sylvicole, on le sait effectivement, a quand même est relativement mise à mal depuis de longues années où les marchés ont été accaparés effectivement par l'essence résineux pour tout ce qui est construction. Pour autant, on a un programme national forêt-bois qui est très ambitieux à l'échelle nationale et francilienne puisqu'il prévoit de doubler la mobilisation de bois, puisqu'il s'agit aujourd'hui pour la France d'un poste de déficit important qui est mal connu et une ressource effectivement qui est vraiment sous-valorisée dans le pays et dans cette région. Donc il y a des essences qui sont plus prometteuses que d'autres. La Chambre d'agriculture de région Île-de-France mise beaucoup sur le châtaignier par exemple, voilà, parce que c'est une essence qui pousse beaucoup plus vite que le chêne, dont on dispose déjà de chaînes de transformation et de distribution efficaces en Bretagne
Bretagne, par exemple, mais aujourd'hui, une grande partie de cette production part en Italie pour être transformée et revenir ensuite sur les territoires. Donc, la région Île-de-France l'a bien compris et dans sa stratégie forêt-bois qu'elle a revotée fin 2017, est prévu un renforcement de ce tissu industriel, pourquoi pas avec une coopération interrégionale pour ce qui est de la première transformation, et ensuite peut-être réintroduire sur le territoire d'Île-de-France, au vu du marché et de la demande qui s'y trouvent, des unités de seconde transformation. On a déjà un projet là qui a été lauréat bioéconomie en 2020 avec un trophée remis par le préfet de région, Monsieur Cadeau, en février dernier, qui s'appelle Wallop et qui est une collaboration entre filière bois et filière chanvre pour fournir des panneaux pour la préfabrication. Voilà, donc il y a vraiment un travail en cours pour mettre à disposition des acteurs d'aval les produits finis dont ils ont besoin pour augmenter leurs achats envers ces filières. Très bien, merci beaucoup. Frédéric Covin, vous le disiez, hein, il y a ceux qui sont déjà convaincus, il n'y a pas de souci, ça roule tout seul. Donc, il y a une question de culture, comment on fait? Il y a une question de formation, vous le disiez aussi. Quels sont, selon vous, les leviers qui permettraient de renforcer l'émergence de ces matériaux? Faut que vous connectiez votre micro, Frédéric. Vous êtes muet, merci. Oui, vous m'entendez là. Oui, donc en fait, concernant la filière, aujourd'hui, il n'y a pas d'opérateur économique structurant en Île-de-France en production de modules à ossature bois. Alors, à l'échelle nationale, il y a quelques opérateurs, mais ces opérateurs, effectivement, ont une capacité de production qui est assez faible également. Donc, quand on parle de filière, c'est effectivement, il faut des outils derrière et des entreprises effectivement qui sont en capacité de produire ce qui sera nécessaire effectivement si on arrive et on a une montée en charge en termes de production de logements. Sur la question de la culture, c'est certain que je pense que c'est un problème culturel global, que ce soit au niveau des élus, des promoteurs, des architectes, des maîtres d'œuvre, des contrôleurs techniques, enfin, c'est vraiment, et des aménageurs. Donc aujourd'hui, pour nous, effectivement, l'objectif, c'est de monter progressivement en charge en termes de prescription, avoir des prescriptions qui sont effectivement réalisables et ne pas tartiner, si vous voulez, de manière globale, des labels et des certifications, mais essayer de cibler effectivement de manière très précise ce que l'on souhaite obtenir en termes de qualité environnementale. Donc, par exemple, pour revenir sur le chanvre, ça serait de prescrire la mise en œuvre de chanvre en termes d'isolant, puisque c'est un matériau qui est simple à mettre en œuvre et qui ne va pas perturber finalement le process d'un promoteur. Justement, j'allais vous demander à tous, c'est quoi l'objectif? C'est de demain, je ne sais pas, on part de combien? Si ça a un sens de dire le pourcentage de matériaux biosourcés dans tout ce qui se construit, par exemple en Île-de-France, est-ce qu'il est connu? Et est-ce qu'un objectif existe? Et quel est finalement le champ du possible? Est-ce que le but, c'est que demain, 100% de la construction soit faite en biosourcé, ou est-ce que ça, c'est utopique et pas du tout réaliste? Bon, je pense qu'il y a des passages, on peut très bien construire des bâtiments hybrides qui vont intégrer des structures béton et ensuite des vêtures en matériaux biosourcés. Moi, je pense que ça se fera par étapes. On peut pas, sinon ça sera beaucoup trop violent. Et si c'est trop violent, je pense qu'on n'y arrivera pas. Par contre, effectivement, il faut que ça vienne progressivement. Nous-mêmes, on peut, à l'échelle d'une opération de 50 ou 100 logements, avoir un panachage, si vous voulez, de modes constructifs. On va valider un projet sur l'écoquartier de Louvre où on a du biosourcé 3, 2 et 1. Et je pense qu'effectivement, par rapport au caractère réglementaire, hein, donc ça permet aussi effectivement d'y aller progressivement et de montrer aussi, d'avoir une visibilité en termes de réalisation de projets et de montrer qu'on peut intégrer aussi. Et je pense qu'il faut y aller effectivement délicatement et c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Faisons de la formation, apprenons en nous amusant. C'est quoi le biosourcé 3.2.1? Alors ça, c'est le caractère réglementaire, mais biosourcé 3.2.1, aujourd'hui, c'est le décret. Biosourcé niveau 3 a une quantité au mètre carré de matériaux biosourcés qui est bien plus importante et avec une mixité de matériaux biosourcés entre un niveau 1 qui est effectivement, je crois, en collectif à 18 kg au mètre carré. Donc, c'est effectivement de la comptabilité, si vous voulez, de matériaux au mètre carré et on va monter progressivement jusqu'à un niveau 3 où finalement on arrive à une construction quasiment entièrement en bois, par exemple. Très bien, très bien. Pour un petit détail là-dessus, sur l'utilisation des matériaux, vous dites 100%, etc. Oui.
Non, c'est pas l'objectif, c'est plutôt de mettre le bon matériau au bon endroit par rapport à la bonne ressource et à la bonne orientation, voilà, tout ça. Donc, ça veut dire de fabriquer une conception intelligente. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il ne faut pas négliger les autres matériaux géosourcés. Par exemple, 15% du patrimoine de la France, c'est de la terre crue. Donc, ça veut dire que dans certaines régions, il faudra privilégier tel type de matériaux par rapport à d'autres pour tel type de construction. Donc, le mix de matériaux va aussi favoriser une nouvelle architecture, des nouveaux usages, et tout ça, c'est à inventer. Il y a un potentiel gigantesque. Juste un chiffre. Aujourd'hui, on utilise à peu près 5000 tonnes par an de paille brute et ça fait à peu près 300 bâtiments par an. Voilà, ça c'est français. Hein. On pourrait, et ça correspond à 0,3% de la ressource disponible en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on a un champ infini. Pour les isolants, c'est pareil. On a la capacité de production en biosourcé sur certaines régions qui est supérieure à la demande d'isolants nécessaires. Quand on voit la différence entre les qualités sanitaires et les qualités de ressources des isolants biosourcés par rapport à des isolants on va dire, traditionnel, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment aussi des volontés, là, des changements politiques à mettre en œuvre sur ces choses-là. Très bien. Monsieur Leclerc, vous insistiez beaucoup sur la nécessité d'une formation technique de haut niveau qui n'existe qu'imparfaitement aujourd'hui. C'est un peu le bilan qu'on a fait là sur les études préliminaires qu'on a fait sur la ZAC de Champlan. Effectivement, il faut arriver à construire une filière vraiment complète de bout en bout, depuis la R&D jusqu'à les démonstrateurs, la construction véritablement, et avoir des centres de formation qui permettent de mettre les différents spécialistes, que ce soit les constructeurs ossature bois, les fabricants d'isolants ou de panneaux sandwich, et également, puisque maintenant on a des panneaux qui sont préassemblés en usine avec les réseaux, l'électricité, les fluides qui passent dans les cloisons. Aujourd'hui, tout ce monde-là, c'est pas travailler forcément ensemble. Et l'idée de faire un écopôle à Champlain comme partout ailleurs, en fait, il faut mettre les industriels au même endroit pour qu'ils apprennent les contraintes de cette nouvelle façon d'assembler des produits clés en main. L'intérêt pour une collectivité, par exemple, si on a besoin d'une école rapidement, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste encore une fois, mais je sais qu'on peut avoir des gains de temps de 2 à 2,5 par rapport à de la maçonnerie traditionnelle. Et ça, c'est quand même super important quand on a des projets qui doivent sortir de terre dans des contraintes de temps compliquées. Donc effectivement, il faut amener le savoir également pour pouvoir avoir une filière qui se structure et qui réponde rapidement à la demande, parce qu'on voit bien que ça pousse de tous les côtés, que ce soit dans le privé ou pour les collectivités. Très bien. Y a-t-il des questions à ce stade, Raphaël? Eh bien, pour l'instant, non. Enfin, oui, il y en a une qui a été répondue, à laquelle Élise de Marchand a répondu directement sur la paille. Ou s'il y a une question de Charlotte Dambrine, alors qui voulait savoir s'il y avait des représentants des partenaires constructeurs. Alors, je ne sais pas si la question concernait le comité des matériaux biosourcés, mais voilà, est-ce qu'il y a des partenaires constructeurs qui Alors, participent à partenaires la démarche? constructeurs, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent, si c'est entreprise, si c'est bureau d'études, si c'est voilà, voilà, enfin, en fait, le comité est plutôt assez resserré sur les filières, mais il a tendance à s'ouvrir énormément sur les autres acteurs. Par exemple, les aménageurs, on a déjà fait avec Grand Paris Aménagement, la SGP, des matinales ensemble qui justement étaient là pour commencer à lever des freins et puis à échanger ensemble. Donc, on est tout à fait partant. L'un de nos objectifs, évidemment, c'est aussi de pouvoir avoir ce dialogue avec par exemple, les promoteurs. C'est une évidence. Pour nous, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, même un architecte qui se forme aux matériaux biosourcés, pour mettre en place ensuite des bâtiments en matériaux biosourcés, il faut qu'il trouve la bonne commande. Aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça parce que quand vous arrivez avec des matériaux biosourcés, voilà, il y a des freins à lever, ça va vous coûter plus cher, etc. Donc, on hésite et on n'a pas totalement la possibilité de le faire. Donc, ça veut dire qu'en amont, voilà ce que disait Frédéric Covin ou Monsieur Leclerc, il faut des gens engagés, donc qui s'y connaissent un peu et qui vont
prendre leur part. Donc, c'est extrêmement important.